quelques mots pour commencer pour ceux qui ne connaissent pas l'association ACND France. L'association a été créée il y a maintenant une trentaine d'années. Elle regroupe euh, des personnes qui pratiquent la communication non violente, celles qui ont conscience que la CNV est un levier pour influencer le changement social. Le projet associatif a pour but de contribuer à un monde de paix avec la communication non violente. Nous aimerions favoriser l'émergence d'une table plus inclusive, construire ensemble un futur solidaire. Le cycle de conférences Rendez-vous à CND France sont une occasion de porter un regard neuf, nouveau, autre, distancié autour des questions du changement social. Et aussi, c'est là pour nous aider à développer notre capacité à analyser nos problèmes personnels, relationnels, sociaux en termes systémiques. Aujourd'hui, le thème de notre rencontre est éduquer ou faire confiance. Que voulons-nous? Nombre d'entre vous savent que Marshall Rosenberg a encouragé la mise en place d'une éducation au service de la vie, a proposé une éducation sans punition ni récompense. Pour échanger autour de cette thématique, nous recevons aujourd'hui Daliborka Milovanovic. Merci Daliborka d'être avec nous aujourd'hui. Présenter votre parcours. Vous êtes une femme, une mère, une philosophe, une journaliste, une éditrice. Daliborka, vous avez exploré les questions liées à la maternité, l'éducation, l'autonomie, l'écologie. Vous êtes engagée pour la défense des droits des enfants et des mères. Et vous êtes active notamment au sein de plusieurs structures, l'OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, l'association Les Enfants d'abord, et dans des associations et collectifs autour de l'allaitement, la naissance respectée et l'accompagnement des femmes. Daliborka, vous alertez sur les aspects qui, dans notre société, vont à l'encontre du développement des compétences de l'enfant en cherchant à l'éduquer, à en faire un adulte dans une société de production. Je suis très curieuse d'entendre ce que vous souhaitez nous partager de votre expérience. Daliborka, Geneviève, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Françoise. Merci pour cette présentation succincte pour une femme qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc et une grande curiosité. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous avons voulu inviter Daliborka, parce qu'elle a creusé un petit peu des éléments tout au long de sa recherche et elle a réussi à faire une synthèse qu'elle va nous offrir aujourd'hui. Et une de mes premières questions, c'est de Daliborka. Est-ce que tu peux nous parler de tes sources d'inspiration, des personnes, tes filiations, que ce soit, on va dire, spirituelles, intellectuelles, d'expériences qui peuvent nous donner à voir dans quel terreau tu t'es construit et tu continues à te nourrir. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette question. Puis merci à toutes et tous d'être là. Je suis vraiment ravie pour cette tribune qui m'est offerte. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que j'ai un parcours d'études supérieures en philosophie, en épistémologie et en logique mathématique. Et finalement, ce qui me nourrit premièrement, c'est la philosophie. Évidemment, à travers mes lectures, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grandes penseuses et de grands penseurs. Mais plus spécifiquement, en ce qui concerne les thématiques liées à l'enfance et à l'éducation, j'ai plutôt fonctionné par grande révélation. Je vais pas être exhaustive, hein, parce que les filiations sont extrêmement nombreuses. En revanche, je peux citer quelques auteurs qui ont vraiment contribué à bouleverser mon regard sur l'enfant. Et je pense qu'une des premières lectures a été celle des compétences du nouveau-né de Marie Thierry. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, il commence à dater et puis elle parle beaucoup de neurologie, de neurogenèse et probablement que certaines des informations qui sont contenues dans ce livre sont un peu périmées, mais essentiellement elles demeurent justes. Mais c'est simplement
la façon nouvelle de voir l'enfant qui est permise par une meilleure connaissance du fonctionnement enfin, neurologique et physiologique de l'enfant, qui a été vraiment bouleversante pour moi. Et plus tard, j'ai lu d'autres ouvrages, mais j'en citerai deux. Le premier, c'est le concept du continuum de Jean Lidloff, dont sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Et là, en revanche, ça a été, il ne s'agissait pas simplement d'un nouveau regard porté sur, sur l'enfant, mais sur la culture dans laquelle nous baignons. Ce livre m'a permis une distance par rapport aux normes avec lesquelles on accueillait un enfant dans nos sociétés, puisque Jean Lidloff est parti en voyage dans la forêt amazonienne au Brésil et qu'elle a vécu plusieurs mois avec des Yekwana, qui sont des chasseurs-cueilleurs du fin fond de l'Amazonie, c'est une société égalitaire et qui ont un rapport avec les enfants qui, qui n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. En fait, tout est renversé. Non seulement la manière dont il est accueilli, mais même la manière dont il est perçu et considéré. Et troisièmement, il s'agit d'un ouvrage d'un homme, cette fois-ci, Léandre Bergeron, qui a écrit un livre intitulé Comme des invités de marque. Grandir sans éducation, c'est le sous-titre. Et Léandre est parti vivre au fin fond de l'Abitibi avec sa conjointe et ses 3 filles. Et il a décidé qu'elle n'irait pas à l'école. Et encore une fois, c'est non seulement un regard sur les enfants qui est très, très, très bouleversant qui est proposé, mais aussi une critique de notre culture de l'enfance et de notre société. Voilà. J'ai pas très bien compris, c'est grandir sans l'éducation, c'est ça? Oui, le sous-titre, c'est Grandir sans éducation. Sans Sans éducation. éducation. Oui, D'accord. c'est ça. Et je comprends mieux pourquoi c'est tellement important pour toi quand tu nous dis que tu n'aimes pas le mot éduquer. En fait, le mot éduquer, c'est un mot qui a une valeur positive dans notre civilisation occidentale. En tout cas, il bénéficie d'une aura positive. On parle de droit à l'éducation. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que c'est un anglicisme en réalité. L'équivalent français de cette formule droit à l'éducation qu'on peut retrouver dans la Charte internationale des droits de l'enfant, dans la loi, c'est droit à l'instruction, ce qui n'est pas exactement la même chose en réalité. Et en France, on a un ministère de l'Éducation nationale qui autrefois s'appelait ministère de l'Instruction publique. Et en voulant finalement peut-être adopter une terminologie anglo-saxonne, on a contribué à une sorte d'amalgame entre instruire et éduquer. Et peut-être que de cette manière, le corps enseignant français s'est retrouvé à faire plus qu'instruire les enfants. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. En tout cas, c'est, comment dire, Geneviève, tu me prends un peu de cours là parce que finalement, la critique que je fais de l'éducation, c'est l'aboutissement de tellement, tellement de remises en question que l'envisager comme ça de but en blanc, c'est un gros enjeu, mais je vais essayer, hein, ne serait-ce que provisoirement et peut-être qu'en développement, on comprendra un petit peu mieux. Mais finalement, dire que l'enfant doit être éduqué, ça part du principe que, on va dire généralement, que les enfants sont défaillants à absorber les éléments de leur culture de façon autonome et que les adultes doivent sans arrêt intervenir pour cela. En même temps, quand on voit que beaucoup d'enfants résistent
aux éléments de culture que les adultes souhaitent qu'ils ingurgitent, on peut comprendre que les adultes emploient des méthodes, on va dire, un petit peu plus musclées, parce que les enfants offrent une grande résistance, finalement, aux éléments de culture, de notre culture particulière, qu'on souhaite leur inculquer. Et donc, finalement, l'éducation va souvent devenir un alibi, d'autant plus qu'elle est associée à l'idée d'intérêt supérieur de l'enfant. On éduque pour l'intérêt supérieur de l'enfant et pas pour autre chose. Et bien finalement, ça va être une forme d'alibi et aussi une notion très, très enfermante qui va rendre difficile la remise en question de toutes sortes d'interventions qu'on se permet sur les enfants quotidiennement, à l'école, à la maison. C'est toujours pour son bien, c'est pour son intérêt, et il a besoin d'être éduqué parce que sans éducation, il tournerait mal. Voilà. Et c'est en ce sens-là que je critique ce terme-là. Et là, c'est vraiment une petite partie de la critique. Ça peut aller bien, bien au-delà. On envisagera peut-être plus tard. Ce serait l'idée qu'un enfant est une ardoise vierge, une page blanche, et qu'il faudrait vraiment remplir, au lieu de peut-être avoir une autre façon de soutenir son évolution et son comportement. Oui, alors en fait, il y a plusieurs représentations de l'enfant qui vont s'affronter. En fonction de ces représentations-là, les méthodes vont être légèrement différentes. Mais effectivement, l'ardoise vierge, la tabula rasa, comme on dit, on imagine que l'enfant est un matériau brut, comme une terre glaise, et qu'il va, voilà, il va s'agir de le façonner, de le ciseler pour lui donner la forme qui est souhaitée dans la société dans laquelle on veut qu'il ou elle s'insère. Il y a un problème à cette approche, c'est que d'une certaine manière, elle empêche la variabilité culturelle, finalement. On s'aperçoit, ce sont les anthropologues notamment qui ont remarqué que ce sont souvent les jeunes qui sont à l'origine des modifications culturelles d'une société. Et on dit souvent que les enfants sont l'avenir. Vous connaissez probablement toutes et tous ce merveilleux poème de Khalil Gibran dans Le Prophète, qui commence par Vos enfants ne sont pas vos enfants, et ils habitent la maison de demain où vous ne vivrez jamais. Et c'est une manière de dire que les adultes sont l'arc et les enfants sont la flèche, et l'arc qui est tendu pour envoyer la flèche vers l'avant est important, mais c'est la flèche qui choisit sa destination. Et par notre interventionnisme zélé à les faire entrer dans le moule de la société, finalement, on va empêcher le changement culturel d'une certaine manière. Ça c'est, je vais dire, la version soft de dire que c'est une table rase, mais il y a la version un petit peu plus problématique qui a prévalu très très longtemps, enfin qui a prévalu, en fait les deux ont prévalu, mais la seconde, c'est celle qui considère que l'enfant est le sauvage, qu'il représente l'animalité, voire le démoniaque. Et ça, c'est une représentation qui est très très lointaine, mais dans l'excellent ouvrage d'Olivier Morel, Oui, la nature humaine est bonne, qui mène une investigation sur les origines des représentations de l'enfant comme un être à faire rentrer dans le droit chemin, en fait. Il évoque longuement la dette que nous avons envers Saint-Augustin à propos de cette représentation de l'enfant comme ayant le mal en lui ou le démon en lui. Et évidemment, ce mal et ce démon, ce sauvage, qu'on pourrait dire dans un vocabulaire plus profane, ne pourrait être extirpé
qu'à coup de coups, précisément, de coups de bâton, de discipline, de châtiment corporel essentiellement. Voilà. Donc, on va voir ces deux images qui vont voilà, se disputer un petit peu les représentations de l'enfant. Et il y a une dernière version qui est de voir l'enfant comme doué d'une autonomie propre et de toutes sortes de compétences qui vont faciliter sa socialisation et son insertion dans la culture enfin, dans laquelle il est accueilli. Et celle-ci aussi a existé au travers de l'histoire. On peut retrouver même chez Platon, dont on ne peut pas dire qu'il est particulièrement pour l'éducation respectueuse, hein, il y a des pages dans ces dialogues où on voit qu'il réserve un traitement assez sévère, hein, aux enfants. Mais même chez Platon, on a des pages qui vont louer l'autonomie, l'initiative, etc., etc. Et puis évidemment, chez de nombreux auteurs, plus près de chez nous, des gens comme Rousseau. Et cette vision de l'enfant n'a jamais vraiment disparu en réalité. Et c'est pour ça que il me semble important de toujours évoquer mes filiations, parce que on a souvent l'impression que on est en train de parler d'une nouvelle vision de l'enfance. Là, quand on évoque l'éducation positive ou ces choses-là, on veut nous dire que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. J'ai le sentiment que c'est de tout temps plusieurs représentations de l'enfant qui se sont côtoyées, qui ont pris le dessus, etc. Il n'empêche que dans la civilisation, dans notre civilisation, comment dire, bon, occidentale, mais peut-être plus lointainement issue de la néolithisation d'une manière générale. On ne l'avait pas évoqué ça, Geneviève, lors de nos conversations, mais je peux en parler là maintenant, parce qu'Olivier Morel aussi va explorer le moment du néolithique pour voir ce qui se passe pour les femmes et ce qui se passe pour les enfants, et pourquoi on a commencé à frapper les enfants. Voilà. Donc depuis, on va dire, cette époque-là, on retrouve de nombreuses traces de violence vis-à-vis des enfants qu'on ne retrouve pas dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs pré-agricoles. Voilà. Ok. Donc, on voit que la représentation de l'enfant imprime aussi une forme d'éducation, une forme de violence ou pas, une forme d'accompagnement qui est différente. Donc, Absolument. nous avons été éduqués par nos parents et nous-mêmes, nous sommes imprégnés sans le savoir. Si nous n'avons pas fait ce travail de réflexion et de conscience, nous sommes imprégnés d'un certain nombre de valeurs et de représentations que nous allons peut-être transférer à nos enfants également. Et de la même façon que avec la CNV, nous essayons d'éduquer à la non-violence, on peut aussi se dire que l'éducation, être parent, peut devenir être aussi une forme d'éducation à la violence si on n'a pas compris d'où nous venaient ces représentations, cette violence, parce que nous l'avons vécue, elle nous paraît normale. Est-ce que c'est ça? J'ai compris ça aussi? Absolument. D'accord. Absolument. En fait, les violences se transmettent de génération en génération. Les schémas comportementaux se rejouent à l'âge adulte. Les enfants apprennent par imitation. Et c'est peut-être cet élément crucial qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'on s'imagine que, par exemple, on va obtenir des comportements de leur part simplement par des sermons, des leçons, finalement par un moyen qui serait plutôt langagier, intellectuel, et à côté de ça, on va avoir vis-à-vis de leur corps des comportements qui vont nier totalement ce qui vient de leur être dit.
hein. Comment un enfant peut-il entendre qu'il ne doit pas frapper ses camarades ou son petit frère ou sa petite sœur si on lui donne des fessées, par exemple? Qu'il ne doit pas mentir si on lui ment. Euh, donc, évidemment, si on avait davantage en tête euh, les compétences extraordinaires de mimétisme des enfants, peut-être que ça nous permettrait de revoir certains de nos comportements vis-à-vis d'eux. Mais de toute manière, on a énormément de difficultés à voir ce qu'on fait. C'est un peu comme si euh, on ne voyait que ce que l'on disait aux enfants, en fait. Et qu'on était totalement aveugle à tout un langage du corps qu'on ne conscientise pas en réalité. On ne parvient à conscientiser que ce qu'on dit. Voilà, et donc se crée à ce moment-là une forme de schizophrénie ou de décalage entre le comportement et les paroles. Euh, Moi, je peux affirmer que ça rend les enfants fous, ça, hein. Enfin, moi, ça me rend folle. Mais je sais que ça rend les enfants complètement dingues aussi, Ouais. ce décalage. Mais absolument, il y a une éducation à la violence, hein. Et il s'agit par il s'agit, et c'est un enjeu extraordinairement difficile, enfin, c'est de briser la chaîne de l'héritage de la violence. Tout à Oui. fait. Ouais, j'entendais souvent de mon père qui me disait fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est très rigolo comme phrase, mais c'est difficile à comprendre pour un petit quand Quand même, on hein. est tout petit, oui. Voilà. Ah ouais, ça c'est sûr. Oui, oui. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour être dans cette capacité à accueillir cet être tout neuf, il y a vraiment ce travail à faire pour savoir quelles sont les traces de la violence que je porte en moi, d'où me vient la violence que je porte en moi. Et est-ce que je peux regarder effectivement si cet alignement que tu suggères, c'est-à-dire être aligné entre ce que je veux, je dis et je fais, Mm. et devenir un témoin d'une façon de vivre non violente. Voilà. Oui, Euh, Dans cette espèce de mimétisme, effectivement, de la mise en œuvre de l'action au quotidien. Et c'est peut-être ça où c'est difficile aussi, la quotidienneté dans les oui, familles. oui. Mm. D'une manière générale, les parents sont en mode pilote automatique. Euh, on, on a souvent des idées sur la manière dont on va éduquer ses enfants. Quand on regarde les enfants des autres et qu'on se dit, ah bah, chez moi, ça ne se passera pas comme ça. Puis vous connaissez tous la fameuse, toutes et tous la fameuse phrase, avant j'avais des enfants, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'est-à-dire que les enfants, dès qu'ils arrivent, ils nous confrontent à des difficultés et à des enjeux qu'on n'imaginait absolument pas. Euh, mais les parents ne réfléchissent pas tout le temps à ce qu'ils font. Tous les parents veulent, en général, hein, dans l'écrasante majorité des cas, le bien de leurs enfants. Ils aimeraient que leurs enfants réussissent. Voilà, c'est assez naturel. Néanmoins, il y a un décalage de perception entre ce qu'ils souhaitent et les moyens d'y parvenir. Et dans les moyens d'y parvenir, ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils remettent en question, c'est-à-dire qu'ils reproduisent de manière assez automatique ce qu'ils ont subi. Et ce que je voulais dire, c'est que même lorsque des parents se questionnent sur la meilleure manière d'éduquer, sur une manière non violente d'éduquer, respectueuse, etc., ils se sont documentés, ils ont lu des ouvrages, eh bien, il ne suffit pas de changer ces représentations de l'enfant pour arrêter d'être violent à son égard. Parce que les comportements violents, les schémas comportementaux violents sont des schémas tellement engrammés en nous qui sont des réponses automatiques. Euh, et les parents décrivent souvent euh, comme une réaction presque viscérale qu'ils sont incapables de contrôler.
la main, elle part, ou le cri, c'est presque spontané. Et évidemment, on n'a pas envie de ça. Enfin, quand on est en questionnement, on n'a pas envie de ça, et pourtant, ça vient. Et ça vient pour plusieurs raisons. Ça vient parce que c'est comme si ce schéma comportemental était une autoroute neurologique qui était sans arrêt empruntée. C'est le toboggan, en fait. C'est là où on glisse, c'est facile. Alors que euh, prendre du recul, souffler, arrêter le cri, arrêter la main, c'est la pente raide. Euh, donc, il y a ça d'abord. La deuxième chose, c'est que le quotidien dans lequel on vit est un quotidien tellement stressant qu'on a très très peu de temps, on a difficilement la place pour la patience, pour prendre le temps. En fait, les relations humaines, euh, toutes les relations humaines, en fait, il y a des choses que je dis là au sujet des enfants, elles valent aussi dans toutes les relations humaines, entre un conjoint, une conjointe, des amis, des collègues. Toutes les relations humaines demandent du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, j'ai deux idées dont je voudrais parler, mais ce que nous prend notre civilisation industrielle et qui plus est numérique, c'est ça, c'est le temps. Euh, le processus des relations sociales, la temporalité de ces processus-là est du même ordre que les processus biologiques en réalité, que les processus physiologiques. Et le temps du biologique, c'est un temps extrêmement long. C'est le temps des stases, des arrêts. C'est pas le temps du flux. Et le modèle dans lequel on vit, c'est comme disait le philosophe Nietzsche, c'est l'ère du télégraphe. C'est l'ère de la vitesse de la lumière, puisque l'information circule quasiment à la vitesse de la lumière. Donc, c'est une temporalité qui n'est pas adaptée au biologique et donc qui n'est pas adaptée aux relations humaines. Et finalement, on a engrammé en nous le modèle numérique. Mon mari me dit souvent, et pourtant je suis quelqu'un qui remet en question ces choses-là, que j'ai tendance à croire que je suis un ordinateur. Et il me rappelle, non, tu n'es pas un ordinateur, ma chérie, tu ne peux pas enchaîner les tâches de cette manière-là. Et donc, je reviens au temps, à cette considération du temps. Il y a une chose que je dis souvent, pour prendre le contre-pied de la formule, la qualité, c'est la quantité. C'est pas la qualité qui compte, hein. C'est pas la quantité qui compte, pardonnez-moi, c'est la qualité. Qui n'a pas entendu ça, hein? Eh bien, moi, je soutiens et je pense que toute personne qui a pris le temps d'attendre qu'un enfant lasse tout seul ses chaussures euh, ou finisse de manger sans être obligé de se dépêcher ou observe des petites bêtes dans le jardin, sait très bien de quoi je parle, de quelle temporalité je suis en train de parler. Et là, on s'aperçoit que la qualité, c'est la quantité en réalité. Et la journaliste Anne Sinclair avait eu un mot lors d'une émission il y a très longtemps qui m'avait vraiment marqué. Elle avait dit, pour avoir 5 minutes de qualité, il nous faut 1 heure de quantité. Et donc, elle remettait en cause aussi cette formule-là. Moi, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincue pour l'avoir expérimenté et pour avoir entendu les témoignages d'amis, de camarades qui ont choisi de vivre dans une temporalité et un rythme plus proche des processus biologiques que des processus industriels ou pire, des processus numériques. Et je vais évoquer cette image dont je t'ai parlé, Geneviève, hein, et c'est une image que j'évoque très souvent. C'est une métaphore, mais en réalité, il me semble qu'elle est parfaitement juste pour les relations sociales.
c'est celle du ciel étoilé. Je dis souvent, vos enfants sont comme un ciel étoilé, mais en réalité, votre conjoint ou votre conjointe est un ciel étoilé, votre ami est un ciel étoilé, et pour pouvoir voir toutes les étoiles que ce ciel contient, il va falloir prendre le temps, éteindre les lumières. Éteindre les lumières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éteindre toutes les stimulations. Vous savez, ces choses qui nous empêchent, hein, ces notifications qu'on reçoit sur les téléphones portables et qui font que notre attention est détournée parce qu'on veut voir qui a envoyé un message ou qui vient de publier quelque chose. C'est ça, éteindre les lumières finalement. Et éteindre les lumières, c'est aussi ne plus penser à son travail et être complètement dans la relation avec la personne. D'abord, éteindre les lumières et ensuite s'asseoir confortablement pour que notre corps soit bien et attendre au moins 30 minutes. Alors, je ne dis pas ça pour les enfants ça peut être plus, mais en tout cas pour un ciel étoilé, le temps d'accoutumance, de dilatation optimale de la pupille pour qu'on puisse voir des étoiles qu'on ne verrait pas en sortant d'une chambre éclairée là immédiatement, c'est 20 minutes. 20 minutes. Et là, on commence à apercevoir des choses. Ben, c'est la même chose pour les enfants en réalité. Et là, finalement, quand on a cette disponibilité-là, la pupille suffisamment dilatée, là, je n'emploie que des métaphores à dessein, hein, la lumière débranchée pour ne pas être hyper stimulé, on s'aperçoit que notre enfant, c'est des milliards et des milliards d'étoiles. C'est tout un monde foisonnant. Et là, enfin, on peut espérer apprendre à savoir qui est cette personne extraordinaire, extraordinairement singulière, qui est devant nous. Et là, vous voyez l'importance des conditions matérielles. C'est pas juste changer ses représentations, c'est pas juste lire des livres, mais même si c'est très bien, je critique pas, je suis une dévoreuse de livres, là n'est pas la question. Mais si on ne met pas autour de soi en place un certain nombre de conditions matérielles, hein, matérielles, ça veut dire concrètes, c'est des choses aussi bêtes que, et voilà, éteindre une lumière, éteindre la télé, éteindre le téléphone portable, euh, ne pas prévoir de travailler à quelque chose, limiter les interférences, euh, respecter ses besoins. Respecter ses besoins, hein? Enfin, ça, en CNV, on parle beaucoup de ça aussi, de respecter ses propres besoins. Et ben, si toutes ces conditions matérielles ne sont pas réunies, ça va être difficile d'avoir des relations sociales, sans employer le terme harmonieux, je dirais au moins juste possible, en fait. La rencontre, juste pour qu'elle soit possible. Ok, il me semble que ce que tu viens de développer peut donner le tournis, parce que quelles sont les personnes qui peuvent vraiment avoir cette disponibilité, ce temps, alors que les parents, les mamans, les pères sont contraints par des agendas, par des obligations, par un stress. Alors, on peut dire que peut-être est-ce que les outils que nous connaissons, la CNV de Marshall Rosenberg, la parentalité positive, Faber et Maslich, tu portes un regard assez critique quand il s'agit de prendre ces outils comme, enfin ces outils, ces comportements comme des méthodes. Tu nous dis que ce n'est pas une garantie pour pour accueillir cet être humain qui arrive au monde et l'accueillir dans toutes ses dimensions. Alors, comment faire autrement là? Comment tu peux nous guider, nous aiguiller dans ta réflexion vers quelque chose qui serait à notre portée en tant que parents? Je suis consciente que ça donne le vertige. Oui. Mais peut-être parfois faut-il être bousculé pour oser remettre en question des schémas. Mais à propos des méthodes, euh, l'écueil des méthodes, c'est que parfois, j'ai l'impression très souvent
elles sont vues, enfin, elles ne permettent pas une remise en question profonde euh, des comportements oppressifs euh, et oui, des comportements oppressifs qu'on a vis-à-vis des enfants. Euh, Tous les parents ont envie de plus d'harmonie dans la famille. Quand ils rentrent du travail le soir et qu'ils sont fatigués, ils ont envie que les choses se passent sans heurts, que ce soit fluide, qu'on puisse enchaîner facilement les devoirs, le dîner, la toilette, le couchage. Euh, et, et je pense que, il me semble, hein, que la majorité des parents ne souhaitent pas que ça se passe dans les cris, les pleurs, les coups, les menaces et ces choses-là. Et il me semble, pour avoir discuté avec énormément de parents, qu'ils sont plutôt insatisfaits de ces façons de faire. Donc, ils vont rechercher d'autres manières d'obtenir les mêmes résultats. Mais se pose-t-on la question de est-ce que le problème, c'est pas la manière de l'obtenir que le fait de vouloir obtenir ce résultat? Et l'écueil de ces méthodes-là, enfin des méthodes en général, c'est que on s'imagine qu'elles vont nous permettre juste d'aménager un petit peu le cadre sans remettre en question le cadre. Il ne s'agit pas de remettre en question le cadre. Le cadre est accepté alors même qu'il est la cause de la souffrance, puisque la matérialité de nos conditions d'existence nous détermine beaucoup plus que nos idées. Euh, et ça, c'est une donnée fondamentale. Et donc le cadre, on ne le remet pas en cause, pourtant c'est celui qui nous détermine le plus. Et il me semble que l'écueil des techniques, de tout ce qui est technique, c'est ça. C'est le fait qu'on ne remet pas en cause le cadre. Mais la deuxième chose, ce serait que finalement, elles peuvent nous déposséder de notre autonomie. C'est-à-dire que elles vont se substituer à notre libre arbitre, à notre créativité. Euh, les techniques sont rarement, les outils sont rarement fins à tel point, enfin au point de correspondre à la singularité de chaque configuration familiale. Il y a des configurations familiales infinies. Et les outils, en général, c'est industriel. Enfin, à moins qu'on se... Voilà, il faut se construire son outil soi-même, finalement. C'est ça l'idée. Et en plus, il y a des fois, il ne marche plus. Comme un vieux silex, on le balance et on s'en fabrique un autre. Et les outils qui sont proposés comme ça, c'est des modèles standards, c'est des modèles industriels. Et finalement, ils peuvent être mal adaptés à notre contexte familial, à nos valeurs, à qui nous sommes, etc. Et en plus, ils peuvent induire cette idée de je m'en réfère à l'outil. Et vous connaissez l'expression quand l'outil devient le maître. À un moment donné, on se, euh, comment dire, on se décharge complètement de sa responsabilité sur l'outil, que finalement, ben, c'est l'outil, avec toutes ses imperfections, qui va nous guider. Et ça, c'est ma critique essentielle. Elle peut sembler comme ça extrêmement abstraite, mais c'est des choses qui ressortent. euh, j'ai eu énormément de discussions avec des praticiennes des ateliers Faber et Maslich, des praticiennes enfin, des personnes qui ont pratiqué la CNV, qui sont allées à des ateliers, etc., et qui ont dit les limites de tout ça. Néanmoins, on avait toutes convenu à l'époque, enfin à l'époque où j'en discutais beaucoup, que finalement, toutes ces méthodes-là, moi, je les critique pas en réalité. C'est-à-dire que je vais pointer les limites hein, euh, parce que je suis quelqu'un de très critique et qui va avoir une réflexion fine sur toutes ces choses-là. Néanmoins, beaucoup de camarades me disaient, oui, mais au moins, elles ont attiré notre attention sur
comme si ça avait ouvert une perspective qu'une autre façon de faire était possible, et on a testé une autre façon de faire. Et alors, soit on s'enferme, et ça ne marche pas, et on dit que c'est nul, et on arrête. Ah, c'est bon, Filiosa, j'ai essayé, j'arrête. Hein. Ah, c'est bon, un machin, voilà, c'est la CMV, ça marche pas. Mais c'est ça le problème, c'est ça marche pas, on attend un résultat. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, beaucoup d'autres ont dit, OK, mais si je me faisais un outil sur mesure? Et en fait, ça a été comme une porte d'accès à la créativité de chacun pour adopter, comment dire, pour ajuster, pour s'ajuster les uns aux autres en fonction de ce qu'on avait pu prendre le temps de percevoir comme les goûts, les préférences, les aversions de chacun, et, etc., etc. Donc ça, c'était essentiellement ma critique vis-à-vis des méthodes et des outils. C'est qu'elles peuvent être déresponsabilisantes. Euh, elles peuvent aussi, voilà, elles peuvent ne pas remettre en cause le cadre, et donc fatalement, elles vont mener à l'échec et à l'abandon du chemin qu'on avait emprunté et qui, si on avait continué à l'arpenter, aurait pu nous emmener vers autre chose. Mais c'est aussi une Ok. très bonne porte d'entrée pour certaines personnes. Mm. En revanche, j'entends aussi derrière quelque chose pour les parents qui sont démunis. Est-ce qu'on n'a pas toujours cette question? Par exemple, je pense souvent à quelque chose que je rencontre, c'est les parents qui veulent que les enfants rangent leur chambre ou rangent leurs jouets. Et quelle que soit la formulation, le résultat est attendu. Voilà. Et moi, je suis... Voilà. Et effectivement, les outils, les méthodes sont impuissantes pour satisfaire le parent qui aimerait tellement que les choses se fassent telles qu'il a envie, ou qu'il a l'intention, ou qu'il a la vision. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'installe de l'impuissance du parent. Euh, Il y a autre chose à ce moment-là qu'on peut peut-être mobiliser, c'est travailler son lâcher-prise. Mm. Euh, Moi, comment dire, j'écris énormément, je publie des livres, mais j'ai jamais écrit des choses où j'explique aux parents comment faire. Pour moi, c'est juste quelque chose d'absolument impossible. Moi, je peux discuter avec des parents euh, et écouter comment ça se passe chez eux, etc. Et puis, je peux leur donner des idées, je leur fais des suggestions. Euh, et des fois, on fait des jeux, mais comment tu réagirais si, etc. Et à travers le dialogue, amener les parents à trouver leurs propres solutions. Et peut-être les interroger vraiment sur mais pourquoi c'est si important pour toi qu'il range sa chambre? Voilà, des choses comme ça. Mais on ne peut pas écrire un livre de préceptes avec des solutions. Je suis désolée, Geneviève. Moi, je ne sais pas répondre de manière générale à des parents démunis. Euh, on est tous tellement singuliers. Alors évidemment, il y a des principes généraux, euh, mais les principes généraux, c'est des invitations à expérimenter, à essayer autre chose et éventuellement à remettre en cause le truc là qu'on veut absolument qu'il fasse et à juste lâcher l'affaire en se disant c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je ne peux pas dire plus que ça. En revanche, euh, il me semble que, enfin, on a tellement de motifs de se prendre la tête dans la vie, peut-être qu'on peut essayer de faire une liste de choses sur lesquelles on peut lâcher. Et puis, on garderait les choses qu'on lâcherait le moins. Voilà, je ne sais pas. Il y en a pour qui c'est super important de manger ensemble le soir, quoi. Et puis, petit à petit, on raye. Bon, allez, j'ai lâché sur ça, j'ai lâché sur ça, j'ai lâché sur ça. Euh, Et puis, une chose aussi qui peut fonctionner, c'est de s'imaginer si quelqu'un exigeait la même chose de nous.
c'est de se mettre à la place de l'enfant, d'adopter son point de vue, en partant évidemment du principe que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un univers en soi, un enfant. C'est un univers de perception, de sentiments, de points de vue, et il a ses goûts, ses dégoûts, ses préférences, ses envies, et c'est ancré extrêmement tôt, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que on lui imposerait d'être différent de ce qu'il est, ce qui fait en fait sa singularité? Pourquoi est-ce qu'on veut faire de ces enfants des automates, des clones ou des robots? Et pourtant, c'est ça qu'on fait comment dire, finalement, en brimant leur conscience d'agir, finalement. Donc, petit à petit, on peut procéder petit à petit par remise en question de la chose qui nous énerve le moins à la chose qui nous énerve le plus, je ne sais pas, par exemple. Mais c'est pas grave de ne pas ranger sa chambre. Il faut le dire, il faut qu'il y ait plein d'articles dans les journaux qui disent c'est pas grave de ne pas ranger sa chambre. Sauf si la chambre est un couloir d'accès vers une autre pièce, mais alors à ce moment-là. Et puis il y a tellement de choses qui sont pas graves, hein, et on se pourrit l'existence avec des combats, des luttes quotidiennes avec nos enfants. C'est quand même du gâchis. Ok. Moi, j'aime bien le détour par la CNV pour savoir, avec la question qui pourrait être, non pas absolument de convaincre l'enfant d'obéir en définitive, ou de le contraindre à obéir par une façon douce ou une façon, on va dire, plus rude. C'est bien de se poser la question d'abord, qu'est-ce qui est si important, qu'est-ce qui m'agace autant, qu'est-ce qui est tellement urgent, qu'est-ce qui est tellement inadmissible pour moi dans mes représentations que cet enfant est en train de faire et que je voudrais qu'il ne fasse pas. Donc, je trouve que c'est un outil qui non seulement aide à comment dire, à avoir un lien respectueux avec nos enfants, et c'est aussi pour nous débarrasser peut-être de toutes ces imprégnations, représentations de ce qu'il faut faire pour être un bon parent ou un bon éducateur. Voilà. Donc, je trouve que l'outil CNV aussi peut nous ouvrir à poser ces questions. Que se passe-t-il quand je suis enfermée dans la volonté de faire quelque chose à mon enfant ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que tu dis avec juste raison que on a les mêmes, comment dire, les mêmes façons d'agir quand quelque chose nous dérange et qu'on voudrait le faire advenir différemment. Mais tu vois, là, tu dis l'outil, mais finalement, moi, j'appellerais même pas ça un outil, mais comment dire, une forme c'est un genre d'expérience, et la forme que ça peut prendre, elle peut être très variée. Ça peut être par effectivement une exploration à travers le dialogue avec une personne, un dialogue avec soi-même par l'écriture, mais on n'a pas tous ce rapport à soi qui passe par la réflexion, les mots. Donc, on pourrait aussi envisager d'autres formes d'introspection qui passeraient pas forcément par le langage ou par l'abstraction. Euh, euh, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle en réalité, parce que moi, je me pose la question de l'accessibilité des outils de la CNV à un vaste panel de la population en réalité. On l'avait évoqué lors d'échanges précédents, à quel point le profil social, par exemple, des femmes qui choisissent l'allaitement, c'est bac plus 2 ou 3,
voilà, des femmes plutôt instruites, des choses comme ça. Et j'évoquais la nécessité de penser euh, d'autres formes d'invitation à une expérience qui leur permettrait d'apaiser leur quotidien. Euh, comment dire? Réfléchir, réfléchir à quel est le besoin, quel est le besoin sous-jacent non assouvi ou l'espèce d'automatisme qui nous fait exiger certaines choses de la part de nos enfants. Euh, peut-être qu'il y a des moyens encore plus directs qui seraient que nos besoins ne soient pas entravés. Et je sais pas, j'imagine une société qui donne plus de place plus de temps aux gens pour qu'ils satisfont. euh, et du coup, ça devient une responsabilité collective et ça devient un enjeu politique plutôt qu'un enjeu individuel. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, donc, mais il faut prendre tout. En fait, moi, c'est ça que je me dis, il faut expérimenter sans se dire j'y arriverai jamais. Mais simplement, ok, ça, c'est pas fait pour moi. J'essaye autrement. Et oui, c'est le renoncement qui vient de promesses irréalistes et malheureusement arrive si souvent. Et c'est dommage, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui vont dire bah, finalement, je retourne à la bonne vieille méthode qui est de punir, de menacer, etc. Mm. Hmm. Ok, justement, on parle de la punition et de la menace. Le 10 juillet 2019, en France, enfin, la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a été votée. Mm. Et on a beaucoup parlé, et on s'est beaucoup gausé autour de la fessée, des punitions corporelles, etc. Et heureusement, si l'interdit de frapper est un verrou nécessaire, je crois que tu sais comme moi que cette violence ordinaire dont on parle, elle se nourrit d'autres mécanismes qui sont peut-être plus subtils, souterrains. Est-ce que tu veux bien nous dire à quel point, Oui. au-delà de la punition corporelle, il y a des formes de domination et d'oppression qui s'inscrivent chez l'enfant dès la toute petite enfance? Absolument. En fait, je pourrais reprendre une phrase de James Sacré qui disait ce ne sont pas les femmes qui décident d'allaiter ou pas, ce sont les sociétés. On pourrait dire la même chose en fait. Ce ne sont pas les parents qui décident de frapper leurs enfants ou pas, ce sont les sociétés. Et ce sont les sociétés qui frappent les enfants. C'est, c'est une structure fondamentale de notre organisation sociale. C'est la raison pour laquelle, alors tout à l'heure, Françoise a parlé de l'observatoire de l'OVO, donc, dont je suis présidente. J'en profite pour rectifier, c'est l'observatoire de la violence éducative ordinaire. C'est une petite subtilité. On parle de la violence au singulier pour insister sur son caractère systémique. Euh, les enfants, ordinairement éduqués, sont ordinairement violentés. C'est ça l'idée en fait. C'est pas simplement, bon ben, dans le panel des comportements parents, enfin adultes, enfants, il y a des comportements qui sont des violences éducatives ordinaires. Non, c'est pas ça. C'est que la violence éducative ordinaire est un système. Et donc, euh, c'est un système dont aucun enfant n'échappe. Même si dans votre famille, vous avez décidé d'instaurer des rapports d'égalité, euh, je veux dire d'égalité au sens, euh, évidemment qu'un enfant a des besoins différents que celui des parents. Et l'égalité, c'est pas de l'égalité mathématique, c'est de l'égalité différenciée en fonction des besoins de chacun. Donc, même dans une famille où il y a des rapports
respectueux, un enfant, il n'est pas enfermé dans cette famille. Il va avoir des rapports avec d'autres adultes hein, qui vont avoir des comportements dominateurs et oppressifs à son égard. Il va aller à l'école, qui est une institution globalement oppressive et coercitive. Elle l'est de plusieurs manières. Je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire aux enseignants, mais encore une fois, moi je suis matérialiste, comme je l'ai déjà dit, et en tant que telle, j'analyse les structures matérielles, les conditions matérielles des choses. L'école, au-delà de l'idée qu'elle représente, qui est très très belle, on a tous envie d'y croire, quand on va voir dans le concret, c'est quelque chose qui opprime, euh, discipline les corps. Il y a une discipline du corps qui est acquise à l'école. Il y a une discipline de l'esprit. Mais là, je ne le dis pas au sens positif ou ni même négatif, même si c'est en vrai plutôt négatif, parce que quand on est assis une bonne partie de sa journée sur une chaise, et qu'on a voilà, les cuisses vissées à la chaise et les mains au cahier ou au stylo, ça imprime quelque chose sur le corps. Mais c'est également le cas de, de la discipline de l'esprit. Donc, quand on passe des journées entières avec des adultes qui ne remettent pas en question la domination des adultes sur les enfants, eh bien, ça atteint nos enfants. Donc, nos enfants n'échappent pas à la domination adulte dans notre société, qui est une société adultiste. La raison pour laquelle on insiste sur comment dire, la valeur absolue du singulier, on va dire. Et, et donc, cette violence, elle est soutenue via la notion d'éducation. Les enfants doivent être éduqués, il faut éduquer les enfants. Elle est justifiée par un système de valeurs, ce que j'appelle l'adultisme, c'est un système de valeurs dans lequel les enfants occupent une position inférieure, non seulement au plan ontologique de leur être, mais aussi au plan juridique, dans les droits, donc inférieure à celle des adultes. Ça se vérifie au quotidien. Ils n'ont pas leur mot à dire sur énormément de choses. On ne leur demande pas s'ils veulent aller à l'école ou pas. On ne leur demande pas s'ils veulent apprendre cette matière ou pas. On leur dit juste, il faut t'éduquer. Tu dois être éduqué. Et alors, pour moi, la perversité, c'est tu as droit à l'éducation. Et ce droit, en fait, est une obligation. Moi, je vous invite à découvrir John Holt, l'éducateur John Holt, qui a imaginé des écoles qui seraient véritablement des lieux où le droit à l'instruction est respecté. Ça n'a rien à voir avec les écoles telles que celles qui sont dans l'offre traditionnelle, publique, non seulement en France, mais dans la grande majorité des pays occidentaux. Bon, je vais m'arrêter là pour la critique de l'école. C'est pas l'objet du tout de cette conférence. Quoique, je voudrais quand même ajouter, pour une dimension beaucoup plus anthropologique, que dans les pays du quart-monde, enfin des deux tiers-mondes, comme dit Gustavo Esteva, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle S'évader de l'éducation. Dans ces pays-là, l'obligation de mettre les enfants à l'école les dépossède de leur savoir de subsistance autochtone. Ils sortent de l'école, ils ne sont pas employés, ils rentrent dans le village, ils ne savent rien faire. Voilà. Et pourtant, on applique ce modèle universel en pensant que c'est le meilleur à absolument tout le monde. Alors, il n'est pas adapté pour des populations des pays non développés, mais en fait, il n'est pas adapté à tous les enfants. Et on est encore dans ce modèle industriel de on applique tout pareil à tout le monde.
Mais il y a plein d'autres institutions qui sont violentes vis-à-vis des enfants. Il n'y a pas que l'école, évidemment. Et la famille, elle est finalement, elle ne fait que reproduire la violence qui infuse dans toute la société. Là, Olivier Morel parle de misopédie carrément, sur le modèle de misogynie. L'espace public n'est pas conçu pour les enfants. Euh, vous avez peut-être oui, excusez-moi, j'ai lu une phrase chouette d'une commentatrice. Pardon. Comment dire, on en parle de plus en plus souvent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces offres de vacances qui sont réservées aux adultes, interdites aux enfants. Ça pose de vrais problèmes juridiques. On se demande si c'est légal. Euh, donc, l'urbanisme n'est pas conçu pour les enfants. Vous voyez, un TGV, enfin, un train, comment c'est fichu? Enfin, qui a voyagé avec des enfants dans un TGV? C'est absolument atroce. Et les gamins, ils pètent un câble là-dedans et tout le monde est fâché contre eux. Ils n'arrivent même pas à comprendre que, en fait, c'est pas des lieux faits pour des enfants. C'est même pas des lieux faits pour nous. Mais bon, on se dit, allez, nous, on va tenir le coup. Mais les petits, c'est terrible. Et à côté de ça, en Scandinavie, on a vu des wagons, des trains où il y avait des wagons entièrement réservés aux enfants. Ça, c'est super chouette. Voilà. Mais la rue, c'est dangereux, traverser la rue. Enfin, il y a tellement, tellement de choses qui sont pas adaptées et qui sont pas pensées. En fait, on fait comme si les enfants n'existent pas. Et finalement, les trois principes qui sont au cœur de la domination adulte et de la violence éducative ordinaire, c'est d'abord la séparation. On les sépare le plus tôt possible de leur mère, hein, d'ailleurs, enfin de leur mère, parce que c'est elle qui les met au monde, en général les allaitent, mais on peut dire de son ou sa pourvoyeuse de soins, la personne qui s'en occupe, dont il a terriblement besoin enfin en réalité une grossesse ça dure pas 9 mois, ça en dure 18. euh, et puis tout sous couvert d'autonomie, de socialisation, que des bonnes choses, hein. C'est des termes, en anglais on parle de virtuous signaling, c'est-à-dire que c'est des termes qui sont hyper positifs, qui signalent une vertu, mais en réalité ce que ça implique concrètement, matériellement, encore on revient à la matière, matériellement ce que ça implique pour l'enfant et pour son corps, c'est d'une violence extraordinaire. D'être séparé de ses pourvoyeurs ou ses pourvoyeuses de soins, euh, de devoir se débrouiller tout seul avec ses émotions, etc., etc., d'être mis dans des crèches, dans les écoles, et puis les gardiens et les gardiennes peuvent être aussi gentils, etc., qu'ils veulent. En réalité, enfin, en plus, on sait très bien dans quelles conditions ils travaillent, elles sont assez difficiles. Puis ensuite, après la séparation, on fait de la contention. La contention, c'est-à-dire qu'il y a des espaces réservés pour eux dont ils ne doivent pas déborder, et tout ça est bien organisé pour que les couloirs, les corridors de circulation de nos enfants ne croisent surtout pas, ou en tout cas à intervalles réglés et prévisibles, ne croisent pas les corridors des adultes. Et enfin, le dernier point, c'est la surveillance. On surveille, on surveille, on surveille. Voilà. Et donc, ça va au-delà de la gifle, la fessée, la menace, la punition reçue dans la famille, qui peut être une institution violente, bien sûr. Ok. Est-ce que tu serais d'accord de peut-être nous rapprocher de notre actualité? On a un sujet que j'aimerais bien entendre quelques mots de toi, parce qu'on a des interventions d'une personne qui s'appelle Caroline Goldman. J'aimerais bien avoir tes réactions, qui, elle, effectivement, peut-être a eu des coups de colère contre l'éducation Oui. positive. Et puis, on a aussi un monsieur qui est notre Premier ministre, Gabriel Attal, qui a aussi donné des coups de semonce adressés aux parents qualifiés de démissionnaires. Et ça, c'est tout récent, c'est le 18 avril dernier. Est-ce que tu as envie de Oui, partager tes réactions et de nous donner un peu les liens? oui, je veux bien. Justement, c'est le fil conducteur est là, hein, c'est-à-dire le lien avec une société où on organise la domination et
et la soumission des enfants, mais aussi des adultes. Voilà. Oui, oui, bien sûr, et aussi des adultes. Et c'est pour ça que ça nous concerne tous, en fait. C'est que on n'échappe jamais finalement à ce destin euh, d'oppression. Alors Caroline Goldman, c'est drôle parce que quand elle a commencé à s'exprimer, on venait souvent me demander mon avis et j'ai décidé de traiter ça avec indifférence. Et je vais te dire pourquoi. Donc, j'ai pas voulu écrire d'articles, de réactions, de commentaires, ni quoi que ce soit. Et puis en plus, tellement d'autres camarades l'ont très bien fait que ça servait à rien d'ajouter quoi que ce soit. Je renvoie notamment à cet excellent et très long, très fourni article de Marc-André Coton du site Regard Conscient, qui est une étude poussée de toutes les recherches qui, soi-disant, euh, démontrent les effets bénéfiques du time-out, donc de l'isolement des enfants. Regard conscient, Marc-André Coton. Voilà. Et, euh, et donc, pourquoi j'ai été indifférente globalement aux interventions de Caroline Goldman? Parce qu'en fait, je les ai interprétées comme un backlash. Un backlash, c'est un retour de bâton. Je l'ai interprété comme un backlash autoritaire. C'est-à-dire que dans la foulée pas immédiate, mais quand même dans la prolongation des grands mouvements sociaux féministes des années 70, après une petite période de stagnation, peut-être dans les années 90, un moment néolibéral très très fort, à partir des années 2000, et notamment avec le développement des réseaux sociaux naissants, des groupes de discussion, euh, des mouvements de remise en question enfin, qui poussaient encore plus loin la critique des oppressions et des dominations, se sont mis en place. Ils étaient confidentiels, les réseaux sociaux leur ont permis de vraiment de s'agrandir, de se populariser, d'atteindre une cible plus vaste. Moi, j'en ai bénéficié parce qu'a priori, rien ne me destinait à rencontrer une animatrice de la Lecce League, par exemple. Et même si parfois on a tendance à penser que les animatrices de la Lecce League sont des personnes conservatrices parce qu'elles iraient contre les acquis du féminisme, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord, il faut admettre que on a eu, grâce à cette filiation, une passation cruciale de travaux, de bouillonnement idéologique et culturel qui nous venait des États-Unis. Euh, alors, moi, c'est ma filiation, c'est celle que je connais. Il y en a probablement d'autres que vous, à la CNV France, vous connaissez, vous pourriez faire cette historique-là, comment ça s'est passé. Mais moi, j'ai eu accès à énormément de livres, de matériaux culturels, critiques, grâce à la Lecce League en France et grâce, on va dire, au groupe de femmes qui remettaient en question les conditions de naissance et les conditions de leur maternité et de l'accueil de l'enfant, quoi, des premières années de l'accueil de leurs enfants. Donc, ça va être, tout à l'heure, j'ai évoqué les ateliers Faber et Maslich, mais bon, voilà, il y a Chaim Ginott, il y a aussi, comment dire, Marshall Rosenberg, évidemment, Marshall Rosenberg, mais toutes sortes de littérature. Alors, francophone qui nous venait du Québec, où il y avait aussi énormément de personnes intéressantes. Et souvent, c'était en lien avec une volonté des femmes de reprendre en main la physiologie de l'accouchement, de l'enfantement, et d'accéder à une forme d'autonomie dans l'accouchement et dans la maternité. Et je vais vous faire le lien avec
avec Gabriel Attal, vous allez voir. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un vrai raz-de-marée qui se passe, hein. Il y a énormément de pensées critiques, émancipatrices qui arrivent, aussi via les doulas, hein, ces accompagnantes à la naissance, à tel point que moi je parle de quatrième mouvement féministe, enfin comment dire, de troisième mouvement féministe initié par ces personnes-là, enfin par ces groupes-là. Et donc, c'est un grand mot de dire que la révolution est en marche, mais là, vraiment, on assiste à de plus en plus de personnes qui remettent en cause les normes d'éducation, et voilà, puis avec le mouvement écologiste qui se joint à tout ça, parce qu'il y a des considérations écologistes, hein, comment dire, ce qui donne ce qu'on appelle l'écoféminisme. Eh bien, il me semble que ce mouvement-là a suscité une forme de retour de bâton autoritaire. Et finalement, pour moi, c'est le signe que le monde ancien dans lequel, enfin, le monde dans lequel nous vivons là actuellement est en train de vivre peut-être ces dernières décennies, finalement. Et quelque part, je suis optimiste et ça me confirme dans l'idée euh, que nous sommes en train d'assister au soubresaut d'une civilisation qui est en train de s'étioler et qui va vers un nouveau paradigme social. Voilà, ce que je peux vous dire, pardon, de Caroline Goldman, évidemment, je ne suis absolument pas d'accord. Euh, sa façon de considérer l'enfant est du pur behaviorisme, en fait, hein. On a l'impression de lire des articles de scientifiques des années 30 qui nous parlent de conditionnement de souris. Enfin, encore une fois, je vous invite à lire cet article de Marc-André Coton, mais qui ferait ça à qui que ce soit? Enfin, je ne sais pas, votre conjoint est tout excité, machin, enfin, vous allez lui dire, tu vas dans ta chambre, hein, s'il te plaît, et puis tu vas réfléchir aux conséquences de tes actes. Enfin, bon, des fois, peut-être qu'on devrait. Non, je plaisante. On ne fait pas ça. Et là, j'aimerais parler de Carlos González. C'est un pédiatre espagnol que j'affectionne particulièrement. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Serre-moi fort. Et dans son livre, il parle de la puériculture élastique. Le premier chapitre est absolument brillant. Alors, je ne fais pas de la publicité pour Carlos González parce que ma maison d'édition publie ses livres. Ma maison d'édition publie ses livres parce que ses livres sont absolument géniaux. Et que ma maison d'édition est une petite maison d'édition indépendante dont l'objectif est notamment de contribuer au changement social. Mais donc, sur la puériculture, il parle de puériculture élastique et il dit que finalement, les conseils qu'on peut retrouver chez les différents comment dire, conseillers en éducation, finalement, ils veulent tout dire et rien du tout. Ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Oui, Didier pleut. Oui. Ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Ils vont dire tout et son contraire. Soyez ferme, mais pas trop. Enfin, ça ressemble à rien. Et il dit, on ne peut pas avoir une attitude de négociation vis-à-vis du respect des enfants. C'est-à-dire, on respecte, on ne respecte pas. Il n'y a pas de moyenne mesure. Et donc, et notamment à propos des sciences, il dit, finalement, je ne vais pas tellement vous parler d'études scientifiques pour vous prouver que j'ai raison, parce que les opposants à une éducation respectueuse, eux aussi mobilisent énormément d'études scientifiques. Regardez Caroline Goldman. Des études qui ont l'air d'aller dans le sens qu'elle prône, elle. Et d'ailleurs, mais qui peuvent quand même être démontées, voir l'article de Marc-André. Il dit finalement, si on arrivait à démontrer que battre un alcoolique, ça lui permettait de ne plus être alcoolique, est-ce qu'on aurait recours à cette méthode? Non. Ben, les enfants, c'est pareil. Il se pourrait que battre un enfant, ça le rende plus obéissant, plus ceci, plus cela, mais est-ce que c'est ça que nous voulons?
Non. C'est parce que simplement, on ne frappe pas. On ne tape pas. Et à ça, on pourrait ajouter, on ne traite pas les humains comme s'ils étaient des cailloux. Ce sont des sensibilités, ce sont des consciences, ce sont des univers entiers qui méritent tout notre respect et notre admiration. Borka, ça va être bientôt, on va Oui. terminer cette partie. Et il y a pourtant plein d'autres sujets que j'aurais voulu aborder. Je peux dire une Alors, à chose, toi, oui. juste une chose. Gabriel Attal, quand même. Oui. Je dois dire quelque chose sur. Enfin, je vais rien dire sur Gabriel Attal, mais je vais juste dire une chose sur cette rhétorique du parent démissionnaire. On a dit tout à l'heure que ce ne sont pas les parents qui éduquent les enfants, ce sont les sociétés qui éduquent les enfants. Donc, Gabriel Attal ne peut en aucun cas faire porter la charge de l'éducation des enfants sur les épaules uniques des parents. C'est une façon de dépolitiser le problème. C'est une façon vous voyez, c'est pas le capitalisme le problème, c'est pas les oppressions, c'est pas les injustices, c'est pas. Non, c'est vous. Alors allez faire des séances à 3000 balles pour vous. Enfin non, c'est pas possible. Moi, ça c'est quelque chose vraiment qui me met en colère. Mais le, le coup du parent démissionnaire, euh, j'aimerais aussi faire remarquer à quel point il est lié au fait que dès la naissance de l'enfant, les parents sont incompétentisés. Dès le début, on leur explique qu'ils ne savent pas faire, qu'ils sont incapables. Il faut qu'on leur montre, ils ne sont pas capables de s'en occuper et donc ils ont besoin d'une théorie d'experts pour leur dire comment s'en occuper. Voilà. C'est pas étonnant que les parents se sentent complètement démunis quand ils sont jamais valorisés dans leurs compétences parentales. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Les instincts maternels, ça existe. Et quand je dis instinct maternel, je parle même pas de l'instinct de la mère qui vient d'accoucher. Je parle de l'instinct de s'occuper d'un petit. Si ça n'existait pas, on ne pourrait pas s'occuper des petits. On a oblitéré la biologie pour mettre une place excessive sur le social. Et en fait, le social est du biologique. Mais bref, ça va nous emmener loin. Donc, si on ne valorise pas les compétences des parents, si on ne laisse pas les instincts maternels dans le temps biologique se développer, les instincts maternels, les instincts de s'occuper d'un enfant, si les parents eux-mêmes ne reçoivent pas du soutien, de l'affection, des conditions matérielles favorables à s'occuper d'un petit, ben, on ne va pas y arriver. Et ce n'est pas la méthode Gabriel Attal qui va répondre à ce problème. Terminé. Merci Dali Borka, je crois qu'on n'a pas trop dépassé le timing. Voilà, et ça se termine sur justement sur la question que j'aurais voulu que tu puisses aborder aussi, c'est-à-dire à quel point penser la parentalité aujourd'hui, ce serait bien de penser une parentalité solidaire alors que les parents sont complètement seuls en face de ces responsabilités et de leur charge de travail. C'est une situation anormale d'être seul en couple ou isolé avec un enfant. D'après moi, il faut repenser complètement le droit des familles, l'autorité parentale, les aides aux familles pour faire place à quelque chose qui soit effectivement plus solidaire, plus soutenant. Ok. Merci.